On a donc proposé à un certain nombre d'éditeurs, Viviewer, DocuSign et Salesforce, de participer à cette table ronde. On a 20 minutes pour partager un certain nombre de sujets. Et donc, je vais me permettre de les inviter. Je vais donc commencer par Gilles Misme, qui est directeur des opérations chez Viviewer. Hop là, vous pouvez me rejoindre en même temps. DocuSign, Sébastien François, qui est directeur des alliances et Channel EMEA. Côté Salesforce, nous avons Guillaume Aurine, Product Marketing, Brand and Content Strategy Senior Director. Les titres sont plus longs chez Salesforce et chez AWS, puisque nous avons également, enfin pour finir, Frank Wettler, qui est General Manager EMEA Public Sector, Partner et AWS Worldwide Public Sector. Messieurs, bonjour, on peut les applaudir et bienvenue. Je propose de vous asseoir. Alors normalement, on va vous apporter des micros. Et donc le premier sujet, la première question que je souhaitais poser concerne le cloud. Où en sommes-nous au niveau du cloud? Et très naturellement, je me tourne vers AWS pour le sujet du cloud en tant que leader. Franck, comment voyez-vous les choses côté AWS? Bonjour William, donc, nous n'avons que 20 minutes. Je vais soit accélérer mon débit ou réduire mon intervention. Donc aujourd'hui, d'abord je voudrais rappeler à l'ensemble de l'audience qui est très certainement averti ce qu'est le cloud, puisque le cloud est souvent présenté comme une ferme de serveurs ou des centres de données. Le cloud, c'est tout d'abord un ensemble de ressources informatiques qui sont disponibles au travers de l'Internet et facturées à la demande. Donc cette infrastructure est disponible globalement chez AWS. Ce modèle a séduit des millions de clients à travers le monde, des milliers de clients en France, dans les grandes entreprises et les administrations. Et ce succès nous a permis de réaliser dans les 4 derniers trimestres qui se sont écoulés plus de 33 milliards de chiffre d'affaires, et 33 milliards de dollars, et cette croissance est soutenue puisqu'elle est de 37% par an. Et je terminerai par citer un exemple. Netflix est un de nos premiers clients. Netflix est une entreprise qui a pris le virage du digital en 2010 et en s'appuyant totalement sur l'infrastructure AWS, cela leur a permis de fournir leurs services de streaming vidéo aujourd'hui dans 190 pays et à 148 millions d'utilisateurs. Ouais, une dynamique extrêmement forte pour AWS, on le vit tous, je pense. On a la chance également d'avoir les pionniers, les trailblazers de l'applicatif cloud, Salesforce. Guillaume, comment voyez-vous les choses côté Salesforce? Oui, bonjour à tous, enchanté. Merci Franck. L'exemple Netflix est assez incroyable. Je crois que l'année dernière, ils ont ouvert 62 pays en 6 mois. Donc vous voyez évidemment l'étendue et les possibilités du cloud. Je pense que ça devient une commodité, comme on utilise l'électricité aujourd'hui. Alors avec les questions de sécurité, donc c'est évidemment à la fois dans les banques, à la fois dans les gouvernements. Est-ce qu'on héberge nos données dans des clouds américains, français, européens? Là, avec l'arrivée de la Chine, on s'aperçoit énormément d'un déplacement du barycentre, puisque en 2050, il y aura 6 milliards d'habitants en Chine. Donc là, dans les 30 prochaines années, comment on va migrer vers ces nouveaux enjeux stratégiques? Alibaba aussi est un des partenaires de Salesforce maintenant, AWS aussi. Voilà, nous, on accompagne la croissance de nos clients, puisque notre objectif chez Salesforce, c'est de mieux connecter les entreprises avec leurs clients. Donc on les accompagne et on ouvre des data centers en fonction, évidemment, des pays. On les ouvre en France en ce moment. On accompagne cette croissance de nos clients aussi sur toute l'Europe. Donc on est très content aussi d'avoir un écosystème et de votre invitation aujourd'hui. On travaille avec DocuSign, on travaille avec Alfresco. On a plus de 5000 partenaires sur une place de marché qui s'appelle l'App Exchange et vous pouvez facilement interopérer avec d'autres applicatifs. Alors, voilà. Exactement. Alors, Alfresco est sur le App Exchange, on en a vu une expression. Salesforce est partenaire aussi, Amazon et Salesforce, vous êtes partenaires tous les deux également. Tout à fait. Absolument, la plupart des applications et de l'infrastructure Salesforce est hébergée sur AWS en grosse majorité. Exactement. Alors il n'y a absolument aucune ambiguïté parce qu'il se trouve que DocuSign est également partenaire d'Alfresco et de Salesforce. Sébastien, côté DocuSign au niveau du cloud, quel est votre feeling et votre perception? Oui, nous on a commencé en effet il y a un peu plus de 15 ans maintenant dans le cloud. On a directement démarré. Un petit peu après vous. Et donc, on a d'abord démarré sur la signature, et la problématique signature apporte, en plus du cloud, une problématique de réglementation, puisqu'il y a l'élément de signature et donc de
certification du document qui rentre en ligne de compte, à la fois du coup sur des réglementations régionales. Amérique du Nord a été notre premier cheval de bataille, et ensuite l'Europe avec un besoin d'avoir des données locales, bien que le cloud apporte tous ses avantages et ses qualités en termes de fonctionnement, en termes d'homogénéité et de performance. Donc, je dirais aujourd'hui, il y a une étude qui était en 2017 sur le fait que 90% des entreprises auraient des technologies ou des usages cloud. Je pense qu'on y est presque aujourd'hui, au moins sur une partie, et ça va continuer à s'étendre. Bien sûr, on apportera tout cela dans la continuité. Aujourd'hui, DocuSign, c'est 100 millions d'utilisateurs, donc c'est pas tout petit. Et je dirais cette croissance-là continue au niveau des différentes entreprises, tous segments. D'accord. Alors c'est vrai que l'aspect réglementaire est un sujet de fond lorsqu'on va parler de cloud. Je pense qu'on y est tous confrontés en tant que société américaine. Et je crois que Viviewer a aussi un avis extrêmement posé sur le sujet, étant concerné directement par tout ce qui concerne la réglementation des données médicales. Oui, alors nous sommes intervenants dans le monde de la santé, et qui est un secteur extrêmement réglementé. En matière d'hébergement, il y a une norme qui s'appelle HDS, qui est extrêmement rigoureuse, qui demande d'avoir des certifications par le ministère. Et il y a en gros en France une centaine ou 150 opérateurs. Et en tant qu'éditeur, nous, on en a choisi un. On a choisi assez facilement le CILPC parce que c'est un acteur de référence dans le monde de la santé. C'est important pour nous parce qu'avec la plateforme Alfresco, ils ont su composer une offre très, très innovante. Et puis surtout, ils ont des agréments en matière d'archives probantes. Et pour nous, c'est un point important. Mais en tant qu'éditeur, le cloud, pour nous, c'est des exigences, en fait. Ce sont des exigences en termes de techno. C'est pour ça que tout de suite, on a dû choisir des technos du jour. Hein. Donc, on est comme tout le monde sur du Angular, du Node.js. Ça c'était normal. Mais c'était aussi des exigences parce qu'il a fallu organiser le système pour qu'il soit compatible SaaS. Donc, ça veut dire une architecture interne un petit peu particulière. Et puis, c'était aussi une exigence parce que forcément, ça veut dire qu'il fallait un système qui puisse être virtualisé et qui puisse s'adapter à toutes vos infrastructures. Donc en fait, vu de l'autre côté, puisque nous sommes plutôt clients, je dirais, que en fait, opérateurs comme vous, le cloud, même dans le monde de la santé, qui est plutôt en retard quand même en matière d'informatique, eh bien c'est une réalité aujourd'hui incontournable, et on n'aurait jamais pensé ne pas être prêt à l'être aujourd'hui, quoi. Ou sinon on serait mort. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, CILPC, en fait, c'est un syndicat interhospitalier. C'est des gens qui sont spécialisés dans le management, la gestion de données médicales. C'est pour ça que c'est un secteur extrêmement particulier. Le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est celui de l'expérience. Il y a beaucoup de choses qui changent. Côté Alfresco, on parle de Content Services, on parle d'interface Angular, on a des interactions avec Amazon, avec Salesforce, avec DocuSign, et tout ça contribue à changer l'expérience utilisateur. On va reprendre avec vous, Gilles, si vous voulez bien. Comment ça se passe, vous, l'expérience? Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'aller voir la dalle pour l'instant, mais c'est au cœur de votre activité, je crois. Oui, alors l'expérience utilisateur, c'est vraiment le cœur de notre promesse vis-à-vis des médecins, puisque nous sommes dans le secteur hospitalier. Et pour comprendre en fait ce que l'on fait, il faut avoir en tête qu'un médecin, s'il veut avoir une vision globale du dossier numérique de son patient, il a entre 5 à 10 applicatifs devant lui. Donc c'est extrêmement compliqué pour qu'il voit un peu les choses. Pour avoir une petite idée, un patient, c'est 200, 300, jusqu'à 500 documents dès que le patient, malheureusement, est présent à l'hôpital un peu souvent. Et puis, dans un hôpital, y compris un hôpital assez moyen, c'est environ 10 millions de documents. Donc, c'est assez logique que nous, on a voulu donner cette promesse de faciliter l'accès, finalement, au digital. Et je crois qu'on est un peu les inventeurs du concept d'ergonomie cognitive. Alors peut-être que j'ai un petit peu la grosse tête, mais en gros, derrière cette idée-là, nous, on met 3 choses. D'abord, on dit que l'ergonomie, elle doit être intuitive. Et intuitive, ça veut dire que finalement, on n'a pas besoin de former les gens. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur tout ce que finalement les grands applicatifs grand public ont créé, et qui fait qu'on a tous, de par notre smartphone, une sorte d'habitude à user les écrans.
Et donc, on doit être intuitif, ça c'est le premier élément de la promesse. Le deuxième élément de la promesse, c'est qu'on doit être significatif. On doit avoir une ergonomie significative dans les deux sens du terme, significatif au sens qu'elle apporte du sens, et significatif dans le sens où elle apporte du signe. Les premiers systèmes de signes qu'on utilise tous, c'est en fait le code de la route. Si vous voyez un stop, si vous voyez un sens interdit, etc., vous ne lisez pas le panneau, vous ne réfléchissez pas au panneau, il est tellement inscrit chez vous que finalement, dans votre cortex, c'est clair, c'est stop. Voilà, on s'arrête. Eh bien, nous, on a cherché à faire la même chose en s'appuyant finalement sur les éléments graphiques les plus élémentaires, qui sont quoi? La position. Et donc, la position droite-gauche nous donne des éléments dans le temps. Et puis, la couleur, la forme, voire le dessin. Et donc, ce sont ces éléments qui sont en fait significatifs. Et le but du jeu, c'est d'apporter rapidement au médecin une valeur, un sens. Et je finis par un point, parce que je vois que William est pressé. C'est qu'il faut que cette ergonomie, elle soit performance. Et performante, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit fiable. Si on se trompe, on est mort, parce que le médecin, là, il vous tue tout de suite. Et il faut qu'elle soit aussi efficace. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus vite avec notre interface que si en fait on utilise un autre outil. Et ça, c'est vraiment le point clé. Alors, dernier petit point, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que ce qu'on fait pour le médecin, on pourrait faire pour n'importe quoi. Parce que ce soit un patient, ça peut être n'importe quel objet, et que ce soit un compte-rendu, une ordonnance ou n'importe quoi, ça pourrait être un contrat, ça peut être une commande, ça peut être un devis, ça peut être tout ce que vous voulez. Exactement. Alors bon, on va faire des arrêts de jeu. Là, on a 2 minutes d'arrêt de jeu parce que sinon, ce ne sera pas équitable pour les autres participants. Côté AWS, on vous connaît pour effectivement toute la partie hosting. Vous changez aussi quelque part un petit peu l'expérience des utilisateurs et des clients au travers notamment de services qui sont exposés, d'extraction de données, des services d'identification biométrique et autres. Aujourd'hui, l'expérience chez AWS, qu'est-ce que c'est d'autre, si c'est quelque chose d'autre? L'expérience client chez AWS est fondamentale puisque nous devons permettre à l'ensemble de nos clients d'accéder à l'ensemble des 165 services que nous mettons à votre disposition à partir d'une console unique. Donc à partir du moment où vous disposez d'une carte de crédit, vous pouvez créer un compte AWS et à partir de cette console, vous pouvez en quelques clics construire votre architecture. Donc l'ensemble de ces briques sont disponibles à partir d'une interface unique. Je souhaitais aussi prendre un exemple de mise en œuvre. Vous êtes client Alfresco et si vous souhaitez par exemple apprécier ou tester votre infrastructure dans le cloud ou si vous souhaitez migrer votre infrastructure Alfresco vers le cloud AWS, nous mettons à votre disposition des outils tels que AWS Landing Zone. AWS Landing Zone est un ensemble de règles et d'automatismes qui vous permettent de définir très simplement, en bénéficiant des bonnes pratiques AWS, votre environnement et de le tester au sein de l'infrastructure AWS. Et à partir du moment où l'ensemble de vos règles opératoires ou de vos règles de sécurité sont respectées, eh bien vous pouvez ensuite migrer progressivement dans le cloud et l'ensemble de vos données et de vos applications Alfresco. Merci beaucoup. Guillaume, côté Salesforce. Chez Salesforce, l'expérience client et l'expérience utilisateur est au cœur de tout. Je crois qu'elle a atteint un niveau stratégique inégalé. Vous regardez cette année, on a des disrupteurs qui sont disruptés. Tesla vient d'être disrupté par Byton en Chine. Netflix a disrupté toute la partie business des DVD, est devenue une plateforme de contenu. Donc cette expérience utilisateur, on en attend aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Donc Salesforce est adapté et aujourd'hui, la vision 360, vous savez, avec tous les champs à la Prévert que vous connaissez, aujourd'hui c'est fini, c'est plus un écran dynamique qui vient s'adapter aux besoins de l'utilisateur au moment où il rentre en contact avec le client. Et donc l'information est poussée dynamiquement pour pouvoir lui donner tous les outils, l'augmenter d'un certain niveau de connaissance pour qu'il puisse répondre le plus pertinemment possible à un client quand il rentre en contact avec ce client. Donc c'est ce vers quoi on s'est dirigé. On est une grande librairie d'interaction client qui vous permet d'être pertinent au moment le plus fluide dans votre métier. C'est ce vers quoi on s'est orienté. Donc l'expérience, oui, elle est présente et elle est à la fois énorme côté employé, parce qu'il faut qu'un employé puisse disposer de cette information pour délivrer le meilleur service au client derrière.
Donc voilà, c'est aujourd'hui tout un monde d'interaction qui nous propulse vers un monde plus intelligent, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. On a des chatbots qui permettent de faire gagner du temps. C'est Adidas aujourd'hui. 60% des demandes clients d'Adidas sont traitées automatiquement par un chatbot. Ça veut dire que les employés libèrent du temps pour mieux traiter les clients au centre d'appel, mieux passer du temps avec eux, les conseiller. Aujourd'hui, le premier portail d'Adidas, le premier magasin d'Adidas, c'est le site web d'e-commerce. Ils viennent de dépasser $1 milliard sur leur portail d'e-commerce. Donc aujourd'hui, voilà, cette expérience employée, cette expérience client, c'est chez Michelin, ils appellent ça la symétrie des attentions. Et un employé heureux, c'est un client heureux, on en est convaincu. Donc c'est pour ça qu'on met à disposition ces outils aujourd'hui. D'accord. Michelin qui nous rejoindra cet après-midi parce qu'il témoigne aussi. Alors, dernière question quand même sur Salesforce. On voit que votre stratégie évolue. On a entendu parler de la plateforme de développement Heroku sur laquelle vous proposez de construire, de bâtir des applications interactives, immersives. Et surtout, il y a une ambition de verticalisation des applications. On voit, vous avez pas mal de partenaires aussi qui développent des applications en field management pour venir en complément justement de predictive maintenance comme on évoquait ce matin avec Schindler. Heroku, cette verticalisation? Oui, la volonté en fait de Salesforce depuis l'origine, ça fait une vingtaine d'années maintenant, on a fêté nos 20 ans, c'est de faire des applications logicielles aussi simples que de commander un livre sur Amazon. C'était la vision, je pense qu'on y est plutôt pas mal arrivé sur une brique, et puis au fur et à mesure on a grossi sur le marketing, sur l'e-commerce, sur la data actuellement, et sur la verticalisation. On a lancé une partie finance il y a 2 ans, une partie gouvernementale aux États-Unis, une partie santé sur toute l'Europe. On vient d'avoir la certification HDS sur l'hyper-sécurité dans les données du patient. Donc on est très fiers aussi de pouvoir accompagner nos clients sur des verticaux et donc rentrer sur des métiers d'expertise et pouvoir répondre aux enjeux de demain, puisque aujourd'hui ça va tellement vite que nous on package des solutions simples pour nos clients plutôt qu'ils aient à rentrer dans le code, etc. Donc voilà, qu'ils puissent libérer du temps pour se concentrer sur leurs clients, leur transformation, et non pas sur la complexité de l'IT, quoi. Exactement. Alors la containerisation de la plateforme Alfresco nous permet de déployer des environnements sur AWS. On en a eu quelques expériences également sur la plateforme Heroku de Salesforce. Et il y a aussi un autre sujet qui concerne l'expérience, on n'en a pas parlé. Je sais que chez Sébastien, côté DocuSign, c'est un vrai sujet, c'est la mobilité. Ça a changé un petit peu aussi la manière de gérer l'expérience côté DocuSign. Quels sont les retours que vous partagez avec nous? Complètement. On a parlé des connecteurs ou des intégrations avec les applications, mais ça, je dirais, ça doit être transparent pour l'utilisateur. D'un point de vue mobilité, je dirais, vous connaissez tous le document structuré, PDF, et qui est l'utilisation standard pour signer un document électronique. Et en fait, quand on le regarde sur un téléphone, forcément, l'écran est un tout petit peu plus petit et on ne va pas forcément voir le document comme on aimerait la voir sur un écran d'ordinateur, par exemple. Et ça, donc on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle Responsive. Ça permet d'aller chercher directement le contenu qui nous intéresse sur une interface mobile et donc d'avoir l'accès à la visibilité de l'information, l'essentiel, et donc de signer ce contenu par rapport à l'information qui me concerne. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place et qui est largement adoptée. On le retrouve dans notamment l'acquisition client, dans les produits financiers bien sûr, mais aussi sur d'autres usages comme la logistique ou la maintenance. On va retrouver évidemment la mobilité, alors field services dans les termes, mais on a évidemment cet usage-là qui est de plus en plus croissant, évidemment. Cette composante, oui. Alors là, je vais revenir vers Franck pour parler d'intelligence, parce que tout le monde fait de l'intelligence maintenant, à tous les niveaux. Hein. Nous y mettons également. Par contre, il est vrai que le premier quand même à avoir aussi lancé l'intelligence, les algorithmes. L'année dernière, on avait un interlocuteur d'AWS qui nous expliquait que la plateforme mythique utilisait, enfin pas mythique, pardon, de rencontres Tinder, utilisait les algorithmes AWS pour proposer des matchs. Voilà. Donc on entend beaucoup parler d'AWS et d'intelligence. Comment ça se présente aujourd'hui, l'intelligence? J'espère que ça marche pour eux. Donc en termes d'intelligence, tout d'abord, en fait, la philosophie d'AWS est de mettre à notre disposition des briques prêtes à l'emploi.
si vous êtes client d'Amazon et si vous avez constaté que depuis quelques années, à la fin de la lecture d'un livre, on vous fait quelques recommandations qui vous permettent en fait de consommer ou de lire vos prochains livres. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de la NHS en Grande-Bretagne, la National Health Services, qui en fait offre des services à 56 millions de citoyens britanniques en Grande-Bretagne et qui traite au travers de leur centre d'appel 5 milliards d'appels par an. Il y a quelque temps, en fait, ils se sont rendus compte que les demandes de la plupart de leurs utilisateurs et clients étaient des demandes répétitives. Par exemple, comment pourrais-je avoir ma carte européenne de santé? Quand sera-t-elle livrée? Je suis à l'aéroport, quels sont les services de santé dont je peux bénéficier? À partir de ce constat-là, en fait, et à partir de cette discussion qu'ils ont eue avec un de nos partenaires, eh bien, en moins de 3 semaines, ils sont passés de l'idée, de la discussion, à un proof of concept. Donc, ils ont matérialisé leur discussion et ils ont intégré en fait nos solutions d'intelligence au sein de leur centre d'appel. Ils ont commencé donc au sein de ce centre de service de traitement des cartes européennes de santé. Et lors du lancement de cette offre, lors du premier jour, ils se sont rendus compte qu'aucun appel n'atterrissait en direction des agents. Donc ils pensaient qu'en fait l'application ne fonctionnait pas. En fait, ils se sont rendus compte très rapidement que 40% des demandes étaient traitées automatiquement par les solutions d'intelligence artificielle qui sont fournies par AWS et qui avaient été intégrées par notre partenaire au sein de leur solution de centre d'appel. Donc 40% de la baisse du trafic, 40% des demandes étaient traitées automatiquement donc, par les solutions d'intelligence artificielle. Ils se sont aussi rendus compte que le trafic au sein de leur centre d'appel avait baissé de plus de 26%. Et surtout, ils avaient élargi la plage horaire qui leur permettait de rendre, et qui leur permet aujourd'hui de rendre un service à leurs 56 millions d'utilisateurs et de clients, puisqu'ils sont passés d'un service de 9h à 17h à un service connecté et disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont aussi réalisé des économies très importantes. Donc on pourrait faire la même chose en France ? Tout à fait, on pourrait, on l'a évoqué rapidement, puisqu'Alfresco est aussi un des partenaires des solutions de centres d'appel en France. Et Alfresco utilise nos solutions d'intelligence pour permettre aujourd'hui d'optimiser les services apportés par les centres d'appel en s'appuyant sur les briques logicielles d'Alfresco. Exactement. Alors l'intelligence s'appelle Einstein chez Salesforce. Comment ça fonctionne, Einstein ? Einstein, on en est au tout début de l'intelligence artificielle. Hein. Je crois qu'il y a un sondage du Figaro qui dit qu'il y a 79% des Français qui en ont peur. On n'en est pas encore au robot tueur, ça c'est sûr, mais c'est déjà passé. Mais ça reste des petits algorithmes très intelligents qui vous permettent de gagner du temps, d'y voir clair à travers l'ensemble de vos données. Et Einstein, c'est une plateforme de service qui permet à la fois de traiter du machine learning sur un site d'e-commerce ou de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance d'objets sur une image ou des chatbots sur de l'analyse sémantique, etc., etc. Donc c'est plusieurs technologies et on pioche dans ces services en fonction de si on a un besoin pour les vendeurs, pour avoir un conseiller qui vous recommande les meilleurs leads sur lesquels vous devez travailler, qui vous alerte aussi si l'entreprise va faire faillite dans les 3 prochains mois. Peut-être qu'il ne faut pas passer trop de temps sur cette entreprise et se concentrer sur d'autres opportunités d'affaires. Et puis ça va jusqu'aux personnes qui est au centre d'appel et on lui recommande le meilleur expert. Donc on fait du matching aussi du meilleur expert en fonction du problème client à la Tinder, comme tu as commencé ton introduction. Exactement. Alors bonne nouvelle, on utilise nous justement ces algorithmes dans notre environnement Salesforce puisqu'on est nous-mêmes clients Salesforce et effectivement on voit quand même que la relation qu'il peut y avoir entre l'outil de CRM et l'intelligence qui peut être apportée a un véritable sens en tout cas. Pour vous donner une idée, dans les 2 prochaines années, on va revenir à des niveaux d'il y a 10 ans, puisqu'on n'avait pas ces algorithmes, on n'avait pas tout connecté. Apple a quand même démocratisé avec l'iPhone et les réseaux sociaux ce temps qui nous pollue, ce nombre de notifications. Donc on est en train de revenir à des niveaux qu'on aura connus il y a 10 ans, puisque l'IA va nous traiter, nous trouver la bonne information. Donc voilà, on retrouve un peu de temps pour traiter les choses et l'IA va nous aider. Donc évidemment, dans les 10 prochaines années, on va voir à nouveau une croissance sur cette partie. Sur ce sujet-là. Alors, chez DocuSign, vous avez commencé par faire de la signature, vous avez étoffé vos offres, vous êtes des experts maintenant de toutes ces interactions et vous avez aussi une initiative autour de l'intelligence chez DocuSign.
Oui, complètement. On a abordé, donc on a lancé une offre cette année sur DocuSign Argument Cloud, et c'est avoir finalement, on se focalise sur le document, sur la donnée dans ce document-là. On commence à parler de smart contract qui viendra dans les prochaines années, toutes prochaines, et c'est d'avoir finalement la possibilité par rapport à une réglementation, on parle très souvent de RGPD, ou par rapport à un clausier que j'ai dans mon organisation et donc une politique associée à une politique contractuelle, d'avoir finalement des alertes, d'avoir des analyses qui vont me permettre d'avoir finalement une meilleure gestion dans le temps de mon contrat. Oui, il y a la signature à un moment donné, il y a une vie avant cette signature-là, puisqu'il y a la construction de la donnée. Parfois, d'ailleurs, on l'a vu dans les démonstrations, elle vient de l'extérieur, il va falloir analyser cette information-là pour que mes contrats qui sont ensuite signés puissent être conformes à la politique d'entreprise, à la réglementation, et tout cela, on le met en musique par de l'intelligence artificielle. Très bien. Bon, Gilles, vous n'êtes pas puni, l'intelligence, rapidement. Oui, alors nous, on fait évidemment beaucoup moins de choses savantes que vous, on est quand même beaucoup plus petits. On va lancer probablement une première version de notre outil intelligent aux alentours du mois de mai prochain, à l'occasion du salon HIT. La première version aura pour objectif de faire une analyse complète de l'ensemble des 200 ou 300 documents du patient pour faire ressortir les pathologies qui sont citées dans ces documents-là. Donc c'est pour aider finalement une lecture très très rapide et toujours en fait assister le médecin dans son analyse. Très bien. Dernier point, l'interopérabilité. Alors, on en parle tous, on est tous partenaires les uns des autres, on doit s'intégrer techniquement. Chacun pourtant essaye de poser sa stratégie, de faire sa trace et d'imposer sa plateforme. Maintenant, on doit cohabiter. Chez vous, côté Salesforce, il y a l'App Exchange. Il y a eu récemment le rachat de Mulsoft aussi pour s'intégrer, interopérer avec des couches basses au niveau des processus sous-jacents. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en termes d'interopérabilité avec tout cet écosystème ? Oui, l'avenir, on le voit sous la forme d'un grand Lego. Tout le monde peut choisir un service, l'utiliser. Et maintenant, c'est vrai que les technologies permettent, avec des librairies d'API, de faire transiter des données à la vitesse de l'éclair. Que ce soit dans une voiture connectée, avec en plus l'ordinateur quantique qui arrive, on va bénéficier de puissance de calcul. Et finalement, la stratégie, c'est comment cette donnée va transiter pour que l'écosystème en bénéficie. La blockchain est quand même basée aussi sur cette notion-là. Donc elle va permettre à des gens qui ne savaient pas travailler avant de travailler ensemble. Les banques vont travailler avec des Schneider Electric, alors qu'ils n'avaient rien à voir j'ai échangé sur une table ronde hier sur ce sujet-là, mais voilà, vous pouvez commander une maison, l'équiper, mettre de la domotique, et pour autant, BNP va vous proposer un moyen de paiement ou une assurance pour pouvoir bénéficier de cet outil. Donc voilà, la blockchain, des smart contracts, l'interopérabilité, elle est au cœur de tout. On en avait encore peur il y a 3 ans, mais vous voyez au CES, il n'y a plus du tout de questions sur les plateformes, est-ce qu'elles communiquent entre elles. Il y a même plus besoin de standards aujourd'hui. Vous prenez un flux HTML, vous le transformez dans un autre flux, dans la signature électronique, juste en transition de données avec un API. Donc exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. On observe une harmonisation technologique et fonctionnelle, une cohérence qui est en train de s'établir. Et il est vrai que chez Alfresco, on a la chance de remplacer certains systèmes qui sont en obsolescence programmée, qui sont issus d'un autre temps, je dirais. Et c'est un enjeu fort en tant que société pour Alfresco que de s'ouvrir à cette plateforme. Côté AWS, l'interopérabilité, donc on aura cet après-midi l'occasion de vous montrer comment intégrer des services d'intelligence artificielle, de chatbox et d'extraction de données qui sont hébergés sur AWS en live cet après-midi. Donc technologiquement, c'est quand même assez puissant et pour autant facile. Comment vous vivez ça et en termes de services, quelles sont les attentes que vous avez quand vous proposez uniquement des services ? Oui, William. Alors, tout d'abord, l'interopérabilité est surtout une réalité. La plupart de nos clients, la plupart d'entre vous, font reposer vos applications sur des architectures hybrides à l'intérieur de vos data centers privés ou éventuellement dans le cloud et dans le cloud AWS. Donc,
Pour nous, il est important de rendre disponibles et interopérables les 165 services que nous proposons, qui sont donc des services de calcul, de stockage, de base de données, d'intelligence artificielle, de machine learning, d'Internet des objets, d'augmentation. Enfin, elles sont très vastes. Donc comment peut-on favoriser finalement l'interopérabilité à l'intérieur de vos deux environnements? Et avec Alfresco, nous travaillons avec un partenaire que vous connaissez très bien, par exemple VMware. VMware aujourd'hui sur AWS. Si certains d'entre vous, vous êtes tous clients d'Alfresco, la plupart d'entre vous sont certainement clients de VMware. Et si vous souhaitez évoluer ou étendre votre architecture dans le cloud AWS, eh bien, je vous recommande d'utiliser VMware sur AWS, qui est la seule solution certifiée et vendue par VMware et qui vous permet, à partir de leur hyperviseur vSphere, eh bien, d'étendre votre infrastructure privée dans le cloud AWS et de bénéficier de l'ensemble des services avancés d'AWS pour optimiser la gestion et l'utilisation de vos applications. Comme William le disait, vous pouvez très bien, faire bénéficier des services d'intelligence artificielle ou de machine learning qui sont dans le cloud AWS à partir de l'hyperviseur vSphere, même si votre solution Alfresco repose ou est déployée à l'intérieur de votre infrastructure privée. D'accord. Gilles, côté VViewer. Oui, alors nous, en fait, la moitié de notre code, c'est pour en fait faire de la collecte de données. Donc l'interopérabilité, c'est un point important. Mais pour aller vite et pour se projeter dans ce qui est important, il y a deux éléments qui peuvent être importants pour nous. C'est par exemple, on peut très bien ouvrir à l'intérieur de notre applicatif un autre applicatif pour présenter par exemple une image de scanner, d'IRM, qui sont des images très très complexes à traiter, ou on peut même nous-mêmes être appelé dans une application et en fait présenter sur une ligne de vie les documents de cet applicatif. Donc on voit que finalement on peut être à l'intérieur ou alors on peut nous intégrer à l'intérieur. Et ce jeu de l'interopérabilité, me semble-t-il, c'est vraiment le jeu de demain. Et clé. Et alors le dernier mot pour DocuSign, vous signez à peu près tout, donc l'interopérabilité pour vous c'est un leitmotiv, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Comment vous voyez l'avenir de l'interopérabilité chez DocuSign? Oui, alors il y a en effet l'interopérabilité entre les plateformes déjà, donc ça on est plus sur l'aspect technologique, et ce qui permet d'ailleurs, pour revenir sur l'expérience utilisateur, d'avoir une expérience qui est complètement seamless, enfin fluide, ergonomique vis-à-vis de l'expérience. Ensuite, donc ça c'est le premier point, on en a parlé. L'autre point, et là on va un petit peu vers le futur, c'est en effet on a parlé de l'Internet des objets, on a parlé du blockchain. Et donc là, c'est comment on a cette interopérabilité-là entre les objets et l'homme et comment les deux vont interagir. On a la possibilité, notamment dans le cadre du smart contract, d'avoir de l'information qui est apportée. Je prends l'exemple d'une voiture. Tu citais Tesla et on peut prendre cet exemple-là, mais c'est d'avoir toutes les informations qui sont apportées par la voiture, dans le cadre d'une maintenance par exemple, et que finalement il y ait l'alimentation du contrat, et que ce contrat-là ensuite doit être signé par le propriétaire de la voiture pour donner son accord. Bon, on n'est pas encore sur la signature par les robots, mais ceci dit, d'un point de vue juridique, on a réfléchi très fortement, et parce que derrière les robots s'engageront aussi, auront des responsabilités, donc ça viendra évidemment dans la signature du contrat. Là on est un tout petit peu plus loin. Comment tu vois la reconnaissance faciale dans la signature électronique? Très très bonne question, ce sera un des moyens probablement. Alors ceci dit, on y est un petit peu déjà aujourd'hui dans le cadre de l'identification des personnes. On a longtemps utilisé, parce que les pièces d'identité étaient c'était des pièces papier, donc on utilisait de l'OCR pour du scan pour. D'ailleurs, il y avait une image tout à l'heure très parlante sur les informations qu'on va aller chercher dans la pièce d'identité et bien sûr la validité de cette pièce. Aujourd'hui, on est sur de l'identification en face à face pour garantir, je dirais, l'identité de l'utilisateur. Et ça, avant, on le faisait en personne. Maintenant, on est sur de la vidéo et d'ailleurs de la reconnaissance faciale. Après, tout dépend de la réglementation, bien sûr. Très bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un champ du possible encore incroyable, énorme, et qu'on aura, j'espère, l'occasion de poursuivre cette collaboration. En tout cas, je voulais vous remercier de votre participation. Un dernier mot,
Non, merci à tous. Non. Donc merci à tous et on pourra poursuivre bien évidemment la conversation en dehors. Merci messieurs.